Bismillahirrahmanirrahim. On traite la dernière valvulopathie qui est l'insuffisance aortique. Donc on va suivre le même plan qu'on avait vu déjà dans les trois valvulopathies précédentes. Pour les gens qui viennent juste de nous suivre, un maximum de partage. Abonnez-vous si vous êtes pas encore et ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. C'est le cours de professeur Large et toujours vous allez trouver tous ces supports dans la description et on commence notre démarche. Donc comme d'habitude, on commence avec définition. Donc la quatrième valvulopathie qui est l'insuffisance aortique, c'est le reflux descendant, cet dernier cas par l'aorte, bien sûr, vers le ventricule gauche, régurgitation. Pendant cette fois-là, le diastole. Donc le rétrécissement aortique, c'était un souffle systolique. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le rétrécissement aortique qui a été la valvulopathie la plus grave, avec retentissement systémique. Maintenant, dans ce dernier cas, dans l'insuffisance aortique, donc c'est un souffle diastolique. Par défaut de quoi? Par défaut de l'étanchéité des sigmoïdes aortiques. Donc vous allez voir la similitude entre ce cours et de l'insuffisance mitrale. Donc on passera maintenant à l'anatomopathologie qui est le titre le plus important. Donc cette non-étanchéité des valves aortiques, elle peut résulter de, premièrement, atteinte de la valve elle-même, qui est la plus fréquente, rétraction en cas de rhumatisme articulaire, sclérose ou bien des perforations en cas d'endocardite bactérienne. Donc, pour les gens qui ont vu le cours de l'insuffisance mitrale, donc l'insuffisance mitrale peut être associée à l'insuffisance aortique en cas de quelle pathologie? Oui, c'est l'endocardite infectieuse, l'endocardite bactérienne qu'on va voir dans le prochain cours. Donc, je vous invite à consulter le cours d'insuffisance mitrale pour mieux percevoir les similitudes entre ce cours et son avant-dernier. Donc, les valves, premièrement, peuvent avoir sur l'aspect anatomopathologique rétraction, sclérose, perforation. Parfois, la pathologie elle se situe au niveau de l'anneau de l'aorte. On parlera de dilatation de ce l'anneau en cas d'insuffisance aortique qui est dite fonctionnelle. Donc, il n'y a pas la lésion là au niveau de la valve, mais on a une dilatation de l'anneau. Donc, en cas de dilatation ventriculaire gauche, en cas de défaillance cardiaque, tout ça on avait vu précédemment, et dernièrement par distorsion de l'anneau aortique. Donc soit les valves les mêmes, soit l'aorte elle-même va être dilatée, ou bien l'anneau aortique qui peut être le lieu de cette lésion. Donc pour passer, ou bien on va passer au titre, le centre de cette première partie qui est les étiologies. Donc si on vous pose la question, donc notez-vous bien, donc ça c'est la similitude entre la pathologie mitrale et aortique, même chose. Donc si on vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente dans notre pays en Algérie d'une insuffisance aortique, notez-vous bien, c'est le RA, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Donc première cause, le RA, donc le rhumatisme articulaire aigu, c'est la cause la plus fréquente dans notre pays. Il existe sur le plan anatomique quoi? Une soudure commissurale avec rétraction. Là, voilà le terme rétraction. Donc, c'est une atteinte des valves. Au cours du rhumatisme articulaire aigu, il va causer la rétraction sur le plan anatomopathologique des valves. Rétraction des bords libres des valves et ça va donner quoi? Une fuite, une perte de l'étanchéité. Donc, comme on avait dit précédemment, et là, une insuffisance aortique. Donc, première cause à évoquer, c'est le RA, surtout devant un sujet qui est âgé. Deuxième cause, faites attention à cette deuxième, c'est une urgence grave, on va voir ça dans le prochain cours. C'est l'endocardite infectieuse, là toujours c'est le rhumatisme articulaire aigu devant des lésions articulaires. Pensez-vous à une insuffisance aortique chez ces patients-là avec des comorbidités? Faites attention, il faut avoir cette réflexion. Deuxièmement, l'endocardite aiguë bactérienne. Donc l'endocardite, c'est la cause la plus fréquente de quoi? Des insuffisances aortiques qui sont aiguës. Donc, je répète, le rhumatisme articulaire aigu, il s'installe pendant plusieurs années. Faites attention. Si on vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente des insuffisances aortiques? Faites attention, aiguë, brutale. Là, c'est la cause qui est infectieuse. Un rhumatisme articulaire aigu nécessite plusieurs années d'installer. On est en train de parler de séquelles d'une pathologie inflammatoire qui est une maladie de système. Donc, faites attention. Cause chronique, balancez-vous vers un rhumatisme articulaire aigu. Cause aiguë, la première cause, c'est l'endocardite infectieuse qu'on va traiter prochainement. Les lésions là
sont aussi au niveau des valves lui-même, c'est la plus grave. Vous pouvez noter des végétations, des ulcérations, on avait parlé de ça dans l'anatomopathologie, des perforations malheureusement, et même un abcès au niveau de l'anneau, on va voir ça dans les complications de l'endocardite bactérienne. Donc ce qu'il y a à retenir de cette première partie, première cause chronique, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Deuxièmement, et c'est une urgence vitale devant une insuffisance aortique aiguë. Grave, vous allez voir sur le plan physiopathologique que c'est une charge donc, de pression, une charge de pression et une charge volumique. Donc une charge volumique et une charge de pression. Les deux composantes vont être présentes dans l'aspect physiopathologique. Troisième cause, donc c'est l'insuffisance aortique dystrophique. Donc on avait parlé de ça dans le rétrécissement aortique, c'était les causes dégénératives. Donc c'est la cause la plus fréquente dans les pieds occidentaux. Donc c'est selon les pieds. Donc en Algérie c'est le RA, en pieds occidentaux c'est l'insuffisance aortique dystrophique. Donc elle est due à une dilatation de l'anneau aortique qui accompagne une dilatation anévrismale aussi de l'aorte. Cette dernière, elle est retrouvée devant donc la maladie de Marfan, la maladie du tissu élastique, la voilà. Elle est évoquée aussi devant la maladie d'Ehlers-Danlos, qui peut évoquer la dilatation ou bien l'anévrisme aortique. Tout ça, ce sont des maladies malformatives ou bien dystrophiques. Ou bien, dernièrement, devant le troisième cas, c'est l'ostéogénèse imperfecta, qui est une pathologie qui touche le tissu conjonctif, les os, quand vous voyez à droite dans l'illustration, et même les valves ou bien la pathologie aortique. Donc, premièrement, RA, deuxièmement, endocardite, troisièmement, donc c'était les causes dystrophiques en pieds occidentaux. D'autres causes, c'est la dissection aortique qui est une urgence vitale. Je vous invite à consulter le cours des douleurs thoraciques. On avait parlé de PIED, pieds, qui ont été les 4 urgences à évoquer. Donc, une dissection aortique, elle est à évoquer devant une prise tensionnelle des deux bras dans votre examen clinique. C'est pour cela j'insiste de consulter premièrement les cours concernant la sémiologie cardiaque, l'examen cardiaque, la silhouette cardiaque et bien sûr les douleurs thoraciques et les urgences. Vous êtes censé de les connaître avant d'entamer la pathologie ou bien le module de cardiologie. Donc quatrièmement, dissection aortique, urgence vitale. C'est une cause aussi, faites attention à une insuffisance aortique aiguë. Donc j'espère que vous êtes en train de noter toutes les urgences. Lorsqu'on dira aigu, c'est urgent et c'est grave. Le corps, il n'a pas le temps à adapter, comme vous avez vu au cours des plusieurs valvulopathies qu'on avait vues précédemment dans les parties précédentes. Donc, dissection aortique. Donc, c'est une insuffisance aortique secondaire à une éversion. Donc, inversion ou éversion de la sigmoïde aortique. Et une dilatation de l'anneau aortique par cette dissection et cette formation d'une cavité virtuelle, comme vous voyez à droite dans l'illustration. Donc, quatrièmement, la dissection aortique. D'autres causes, donc là voilà, une dissection aortique avec formation du canal virtuel, donc et éversion de la valve par cette fuite. Autre cause, c'est l'aortite inflammatoire. Donc, l'aortite inflammatoire, c'est une infiltration, comme leur nom indique, inflammatoire de la partie proximale de l'aorte ascendante et des feuillets valvulaires. Cette aortite, lorsqu'on dira le terme it, donc c'est une infection. Donc elle est due aux agents pathogènes. On peut citer premièrement donc le syphilis. On peut citer la spondyloarthrite ankylosante. Vous pouvez la consulter à tout moment sur la playlist de rhumatologie. On peut citer aussi la maladie de Takayasu. Et rarement la maladie de Behçet, les maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux. Donc, l'aortite inflammatoire, tête de liste, c'est le syphilis, la SPA, la spondyloarthrite ankylosante, maladie de Takayasu, maladie de Behçet, tout ça, ce sont des maladies inflammatoires et dans certains des cas, même le lupus érythémateux. Donc, cinquièmement, pathologie inflammatoire et c'est aigu. Sixièmement, donc c'est l'association des cardiopathies congénitales. Donc on parlera là de communication interventriculaire. On va voir ça
dans les pathologies cyanogènes, ou bien les shunts intracardiaques. Elle est aussi appelée le syndrome de l'Aubry-Pizzi, notez-vous bien ce terme-là. Donc une communication interventriculaire ou bien le syndrome de l'Aubry-Pizzi. Ou bien le deuxième cas, une association d'une insuffisance aortique avec rétrécissement aortique sous-valvulaire. Donc là, la régurgitation elle est liée à quoi? Aux lésions du G. Donc si vous avez un rétrécissement aortique comme on a vu la fois passée, ça va donner quoi? Dilatation de l'aorte. Et cette dilatation de l'aorte en même temps peut causer la défaillance du l'anneau aortique valvulaire et ça va donner par conséquence une insuffisance aortique suite à ce rétrécissement. Donc ce que vous êtes censé de garder dans ces étiologies les plus importantes, c'est le RA comme pathologie chronique chez les pays développés et même en Algérie surtout. L'endocardite infectieuse qui est toujours une urgence vitale à dépister devant tout porteur de valve. On va voir ça dans les porteurs de valve et dans le prochain cours, l'endocardite infectieuse. Les causes dystrophiques, maladie de Marfan chez les pays occidentaux. Vous pouvez rajouter la maladie d'Ehlers dans l'os. Dissection de l'aorte qui est une urgence. L'aortite inflammatoire et les pathologies de système. Les cardiopathies congénitales. Et d'autres étiologies, on peut citer la bicuspidie aortique. La voilà. Bicuspidie, vous avez vu ça dans la pathologie mitrale aussi. L'insuffisance aortique en cas traumatisme traumatique qui est aussi une cause aiguë. Notez-vous bien, tout ce qui est aigu, c'est grave. Le cœur, je répète, il n'a pas le temps à s'adapter et c'est grave. Aussi, l'insuffisance aortique post-radique, donc qui va survenir après plusieurs années de radiothérapie, si on vous pose cette dernière dans un contexte clinique, et l'insuffisance aortique médicamenteuse, donc certains médicaments anorexigènes, certains antiparkinsoniens et certains dérivés d'ergot de seigle qui sont utilisés dans le traitement de la migraine. Vous pouvez consulter toujours à tout moment la playlist de neurologie. On avait parlé de tous ces dérivés, ces antiparkinsoniens, ces dérivés d'ergot de seigle dans le comme traitement de la migraine et des névralgies faciales. Donc ces dernières peuvent être à longue durée, bien sûr. C'est pas aigu. Donc médicamenteux, c'est chronique, radique et même parfois c'est congénital. Donc on a des causes aiguës, faites attention à l'endocardite infectieuse. On a des causes chroniques, faites attention au RAA, vous êtes censé de le citer comme cause. Et faites attention aux causes dégénératives et l'association, surtout le syndrome de l'Aubry-Pizzi. Et dernièrement, les causes congénitales bicuspidie, voire radiques ou bien médicamenteuses. Donc les causes sont multiples. J'espère que vous allez dépister ou bien orienter votre diagnostic selon l'interrogatoire, selon les critères que vous allez rechercher dans votre examen clinique. Avant de terminer cette partie, on va voir un titre très important qui est la physiopathologie. On insiste toujours sur ce dernier. Donc là, notez-vous bien. Donc il s'agit de deux types, d'une insuffisance aortique qui est chronique et une insuffisance aortique qui est aiguë et qui est toujours plus grave. On commencera premièrement par l'insuffisance chronique. Donc, on a toujours, lorsqu'il s'agit d'une valvulopathie, on a deux retentissements en amont et en aval. Et heureusement là, dans ce dernier cas, le cœur, il a le temps à s'adapter à cette agression, à cette insuffisance, parce que ce dernier, elle va s'installer progressivement de façon chronique. Par contre, le deuxième cas, en cas d'une insuffisance aortique aiguë, le cœur, je répète toujours, n'a pas le temps à adapter et les séquelles là vont être plus graves et les cavités vont être dilatées de façon très remarquable. Donc, comme retentissement en avant, toujours en amont plutôt, dans la pathologie chronique, donc le ventricule droit, bien le ventricule gauche toujours, il va recevoir un débit systémique normal qui est augmenté parce qu'il s'agit là d'une association ou bien supplémentation du volume qui est régurgité. Donc le ventricule gauche, c'est l'organe qui va avoir le retentissement dans ce dernier cas. Il résulte dans la première phase une dilatation du ventricule gauche comme première phase. Donc lors de la systole suivante, donc il va survenir une contraction qui est plus puissante. Donc ça, c'est le mécanisme de compensation qu'on avait vu toujours. Augmentation de l'éjection ventriculaire qui va maintenir toujours le débit cardiaque. Je répète, le but du ventricule gauche est de maintenir un débit cardiaque qui est suffisant. Et dernièrement, cette dilatation, cette augmentation de post-charge volumique et
pression, ça va terminer avec quoi? Par l'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc en cas de pathologie valvulaire chronique, le cœur va développer une HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche, parce qu'il a le temps à s'adapter, c'est le mécanisme de défense. Par contre, malheureusement, en cas d'insuffisance aiguë, le cœur, il n'a pas le temps de développer cette HVG, et il va finir par quoi? Par une dilatation et dernièrement une perte de la fraction éjection systolique, et qui est un signe circulatoire grave. Donc en amont, le ventricule gauche, il va avoir une HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche. En aval, donc là c'est l'inverse. Pour les gens qui ont suivi le cours de rétrécissement aortique, on avait dit qu'il s'agit d'un pincement de la différentielle artérielle. Dans ce dernier cas, imaginez-vous qu'il s'agit d'une insuffisance valvulaire. Il n'y a pas de valve. Qu'est-ce qui va survenir? Donc en diastole, au fait de la régurgitation, on va noter une diminution de la pression artérielle. Faites attention, diastolique, c'est souligné. Peut-être une question d'examen. Donc la pression artérielle diastolique, elle va être diminuée. Par contre, il s'agit d'une augmentation de la pression artérielle systolique. Donc notez-vous bien, diastole diminuée, systole augmentée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça va expliquer, notez-vous bien ce terme-là, un élargissement de la différentielle. Donc si vous avez dans un contexte clinique un pincement de la différentielle artérielle, pensez-vous à un rétrécissement aortique. Toujours j'insiste sur l'enchaînement du cours, suivez bien vos cours. Si vous avez dans un contexte clinique par contre un élargissement de la différentielle, donc par exemple pression artérielle systolique à 180 avec pression diastolique effondrée à 40 ou à 60, donc une augmentation de 80 mm mercure, donc là vous avez une insuffisance aortique. Par contre, si vous avez un pincement, par exemple pression artérielle systolique à 130, pression artérielle diastolique à 110, là on parlera d'un pincement de la différentielle et ce dernier est retrouvé en cas de rétrécissement aortique. Donc, la réflexion, élargissement de la différentielle de pression artérielle. Donc là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une insuffisance aortique. Aussi, d'autres signes. Donc, on peut noter des pouls qui vont être pulsatifs. Donc, signes périphériques d'hyperpulsatilité artérielle. Vous allez noter aussi diminution de flux coronaire qui va être responsable à une insuffisance coronaire fonctionnelle. Pourquoi? Donc toujours, je répète, le remplissage coronaire, il survient au niveau de la diastole. Et quand vous avez une diminution de la pression artérielle diastolique causée par cette régurgitation, donc le sang, il est en train d'échapper vers le ventricule gauche. Il n'a pas de temps de passer à la circulation coronaire. Vous allez noter, vous bien citer ce terme-là. Comme conséquence, en aval, vous pouvez avoir une insuffisance coronarienne fonctionnelle. Cette dernière, elle est à rechercher devant une douleur angineuse. On va voir ça dans le syndrome coronarien. Donc en amont, toujours chronique, bien en amont toujours chronique, c'est HVG. En aval, donc c'est le pincement, ou bien c'est, pardon, l'élargissement de la différentielle, par contre au rétrécissement, et aussi une diminution de l'insuffisance, ou bien une insuffisance coronaire qui est fonctionnelle. À un stade tardif, le ventricule qui est dilaté, il va épuiser. Toujours tout mécanisme de compensation peut être dépassé. Donc avec altération de la fonction systolique qui est responsable à quoi? Notez-vous bien ce terme. Une augmentation de la pression télédiastolique. Et ça va donner quoi? Un retentissement circulatoire pulmonaire. Et ça va donner l'HTAP. C'est pour cela, un B2 surajouté qui témoigne de l'HTAP, c'est parmi quoi? C'est parmi les signes de gravité. J'espère que vous avez noté ça dans le rétrécissement aortique. Donc toujours, si vous avez un B2, un éclat de B2 qui témoigne d'une hypertension artérielle pulmonaire, ça témoigne d'une valvulopathie malheureusement qui est à un stade avancé. Donc ça c'est pour chronique. Dernièrement, pour l'insuffisance aortique qui va survenir de façon aiguë, malheureusement. Donc là, le ventricule gauche, il n'a pas le temps à s'adapter, ce qu'on est en train de dire dès le début de cette partie. Il ne peut pas adapter à ces nouvelles conditions hémodynamiques. Donc on va avoir augmentation importante de la pression télédiastolique et pulmonaire, diminution directement du débit cardiaque et généralement, malheureusement, une insuffisance aortique vite
elle est mal tolérée et ça va donner une insuffisance cardiaque de façon très rapide. Donc, si on résume la physiopathologie chronique, le cœur, il a le temps à s'adapter, mais il s'agit des retentissements. Et si vous avez une HTAP en association, c'est que ces retentissements, ils sont augmentés, puis ils sont avancés, donc nous sommes devant un stade avancé. Par contre, l'insuffisance aortique, notez-vous bien, c'est la valvulopathie qui est très mal tolérée. Pourquoi? Il s'agit de deux composantes, je répète, une composante volumique, donc une augmentation de volume pour le ventricule gauche et une augmentation de la pression aussi au niveau de l'aorte. Donc c'est une post-charge à double composante, elle est mal tolérée et ça va évoluer rapidement vers l'insuffisance cardiaque si elle est maltraitée. Donc ça c'est tout pour cette première partie. On va continuer ce cours prochainement, on va voir l'aspect clinique toujours dans notre démarche. Après ça, on va aborder l'aspect paraclinique, quels sont les examens à argumenter toujours devant une insuffisance aortique. Dernièrement, l'évolution et le traitement avant de conclure le chapitre de valvulopathie. Toujours du bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine.